Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. C'est le grand débat politique sur table ronde. Deux invités tête à tête. Dieudonné Mwende, il est à ma droite, membre du Conseil national du PPRD, communicateur de la majorité présidentielle du FCC automatiquement aussi. Oui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. En face de vous, monsieur Isaac Bakoukou Boloukou, je dois Boliko. dire... Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Secrétaire national, porte-parole, conseiller politique, PDC, G7 ensemble, c'est quand même beaucoup aussi. Ce n'est pas beaucoup. Mauvais, j'ai donné c'est AMP, PPRD FCC. et FCC. Mais c'est valable pour lui aussi. Non, parce que FCC c'est une plateforme. Ensemble, c'est une plateforme politique. Bon. Mais pourquoi autant de plateformes? Ça naît non, mais le jour. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'on va de plus en plus, à un moment donné, à un regroupement de partis politiques. Il y a des regroupements. Donc, vous gardez G7 par nostalgie? Non, pas du tout. Réalité, ça le n'existe G7, c'est le regroupement politique dans lequel nous avons présenté des candidats. L'actuel président, c'est qui? Il y a Pierre Lombi, qui est l'autorité morale, c'est Moïse Katumbi. Voilà. Ensemble, G7, oui. C'est un peu du trop. Là. Non, c'est pas du trop. Les cumuls, ça existe. Ok. Voilà. Alors, ce soir, nous allons revenir sur plusieurs questions d'actualité. Vous le savez, peut-être, si on aura le temps, on en parlera. Cette agence qui a peut-être jeté de l'huile au feu avec ces sondages décriés par la majorité qui parlent d'une tentative de vouloir influencer le choix des Congolais lors des élections du 23 décembre. On peut dire au revoir à Monseigneur Mosengo. Désormais, c'est un autre qui est là, Fridolin, qui est maintenant archevêque de Kinshasa. L'actualité, surtout pour les élections, la CENI venait de réceptionner la logistique pour les déploiements des kits électoraux, les camions, des centaines d'hélicoptères et quelques avions également. Et la CENI a également annoncé son président dans 53 jours, ça sera l'arrivée des urnes pour les élections du 23 décembre. Comme pour dire, honorable Mwendier, il y aura bel et bien élection au 23 décembre, mais la question de la machine à voter se pose toujours. Monsieur John, je crois que vous enfoncez une porte grandement ouverte. Bon, je ne sais pas ce que vous voulez. Bon, bien sûr, on va encore l'enfoncer. On va vous aider à l'enfoncer davantage. Peut-être que vous pensez qu'elle n'est pas convenablement ouverte, cette porte-là. L'élection le 23 décembre de cette année, c'est un processus irréversible. Et toutes les autorités en ont parlé. Nous sommes dans la logique de tenir ces élections telles que promis par le pouvoir organisateur qu'est la CENI. Le 23 décembre, nous devons voir les élections. Il n'y a plus de raison de penser à un seul instant que les élections ne peuvent pas s'organiser cette année dans ce pays. Et les signaux sont clairs. Je crois que vous le suivez tous les jours. Vous savez qu'ils étaient dans la rue le vendredi passé. Ils ont déposé un mémorandum chez Nanga pour dire non à cette machine. Oui, mais la question de la machine, je crois que nous disons tous les jours. Lorsque vous dites non à la machine, quelle est l'alternative? C'est ça la question. Quelle est l'alternative? C'est bien beau, j'entends toujours les gens dire il faut les bulletins à papier. Mais les bulletins à papier, ce ne sont pas les papiers, des rames de papier qu'on trouve sur du commerce. Ce sont des papiers qu'il faut imprimer. Ce sont des commandes qu'il faut passer. Et il y a un temps pour l'impression, il y a un temps pour la livraison. Et il faut avoir des moyens pour payer ces commandes. Je crois que c'est un peu tout ça. Les gens pensent que quand on dit bulletin papier, ce sont des rames qu'on va acheter sur l'e-commerce, on va les entasser et puis finalement on va dire on peut aller avec une autre façon de voter. Non, je crois, je termine par là, le vote se fera manuellement et assisté par une machine qui va servir simplement d'imprimante que l'on va appeler machine à voter et le choix est là qui sera fait par l'électeur sur base de l'écran tactile. Vous choisissez vos trois candidats à tous les trois niveaux. Il s'agit d'un scrutin, des trois scrutins combinés. Et après, la machine vous imprime vos trois choix. Vous pliez le papier
puisqu'en principe, on dit que ça ne sera pas par papier, ça sera par papier, et vous plongez dans l'urne. Le dépouillement s'est fait dans l'urne et on a le résultat à la fin de la D'ailleurs, journée. il y a un spot de la CENI qui Donne d'ailleurs tous voilà, ces détails comment il faut pour le faire. démontrer qu'il ne s'agit pas d'un vote électronique. Vous étiez dans la rue le vendredi passé pour contester la machine à voter, mais la CENI fait sourde oreille parce qu'elle a reçu de la logistique importante. Son président annonce déjà l'arrivée à Kinshasa d'un lot important dans 53 jours des urnes. D'autres machines sont arrivées, 36 conteneurs. Est-ce que ça vous fait peur ou bien vous avez l'impression de vouloir rejoindre ceux qui ont dit, un peu avant vous, que les élections avaient ou sans la machine à voter? Merci pour la question. Mais avant de commencer, je voudrais quand même rendre hommage à un homme qui a fait la fierté de la RDC en devenant le tout premier prix Nobel de la paix. Donc, vous connaissez bien... Vous parlez du docteur Mukwege. Le docteur Mukwege. Alors, pour votre question, je me pose la question. Est-ce que la loi, on doit l'utiliser quand ça vous arrange? La loi, elle est générale, impersonnelle et abstraite. Soyons quand même sérieux. Quand nous disons, nous sommes dans une république démocratique, j'ai toujours réitéré, c'est mon leitmotiv, j'ai toujours réitéré, dans une république digne, démocratique de ces noms, on la gère que par la Constitution, le loi de la République, le décret, les arrêtés, les édits Que voulez-vous dire et par le là? règlement. Ce que je voudrais dire, c'est que lorsqu'on est dans une République démocratique du Congo, démocratique, ça veut dire que nous ne pouvons pas poser des actes qui sont hors la loi. C'est ça la République démocratique du Congo. Si nous contestons la machine à voter, simplement parce que cette machine n'est pas mentionnée dans la loi électorale. Un combat dépassé, l'UDPS n'en parle plus aujourd'hui. Vous le savez autant que moi. Non, s'il vous Félix plaît. n'était pas avec S'il vous le plaît, vendredi s'il vous plaît, dans s'il ce vous plaît, combat-là. s'il vous plaît, Vous avez la parole. s'il vous plaît. Je reste dans le principe de la gestion de la res publica. Je suis étonné que nos amis de la majorité présidentielle et le FCC, ils sont... Il faut ajouter l'UDPS aussi. Non. Je parle Allez-y. de l'FCC MP. Ils ont la majorité numérique au sein de l'Assemblée nationale et au Sénat. Qu'est-ce qui leur avait empêché d'introduire la machine à voter dans la loi? C'est la CENI, c'est pas le... Non. Et la CENI Non, valide. c'est-à-dire que la loi électorale, elle est votée au niveau de l'Assemblée Mais nationale. est-ce que ce combat n'est pas dépassé aujourd'hui? Ce n'est pas dépassé. Nous rappelons qu'on ne gère pas une république par des émotions. Ce qui nous régit, attendez, je vais terminer, c'est la loi et la Constitution. Et nous avons démontré que nous contestons parce qu'elle n'est pas dans la loi. Et non, je vais terminer. Et deuxième chose, il parle du processus irréversible. Ce processus irréversible doit être conforme à la loi, doit être conforme à la Qu'est-ce que vous Constitution. reprochez à ces processus? Je En termes de reproche loi, oui. parce que la loi est violée. Monsieur Nanga nous dit, c'était l'imprimante. Mais s'il vous plaît, dans le calendrier électoral, il est prévu une période pendant laquelle on reprend l'impression. Mais la campagne, c'est dans quelques S'il jours. vous Ce plaît, discours, non, c'est devenu une habitude. non, ce n'est pas un discours. Parce que l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, doit comprendre cela. Parce qu'il y a un calendrier qui prévoit ça. Quand on dit l'imprimante, les papiers, l'imprimante, quand vous le transportez, mais le papier que vous allez introduire dans l'imprimante, vous allez faire quoi? Vous n'allez pas le transporter et vous n'allez pas non plus
vous n'avez pas trouvé ça coûte cher. Là, la machine à voter. Ça nous a coûté plus par le mensonge que la machine coûte. Je veux terminer. La machine coûte $400. On nous a fait croire que c'est $1,500. Il a terminé. $1,500. Est-ce que cette question de la machine va-t-elle pas vous rattraper jusque même au jour du vote? Parce que déjà la campagne c'est dans quelques semaines. Mais l'opposition insiste et persiste. Non, ça nous l'avons toujours dit, M. John, que ce sont des subterfuges, ce sont des alibis, des prétextes, des faux fuyants pour l'opposition. Nombreux dans l'opposition, ils ne sont pas prêts pour affronter ces échéances. Nous l'avons toujours dit. Et pour justifier cette attitude, il faut trouver des raisons. Il n'y a pas simplement la machine à voter aujourd'hui ou le fichier électoral aujourd'hui. Rappelez-vous qu'hier, il y avait autant d'autres choses aussi, notamment la loi électorale elle-même. Il y en avait beaucoup. Les gens parlaient du serveur, les gens parlaient de ceci. Bon, il y a beaucoup de choses. Mais comment vous expliquez l'attitude de l'IDPS aussi? S'il vous plaît, je vais revenir sur cette question. Je vais revenir sur l'attitude de l'IDPS, qui bientôt sera l'attitude aussi de nos amis de G7, s'ils sont de bonne foi. La loi électorale, je suis d'accord avec ce qu'il fait comme démonstration par rapport à la République démocratique du Congo. C'est une république que nous voulons démocratique. Voilà. Nous voulons qu'elle soit gérée sur base des lois et des textes légaux tels que vous les avez énumérés. Mais nous disons aussi qu'il ne faut pas que l'on fasse une lecture sélective de ces lois qui contribuent à la gestion de notre pays. Pourquoi je parle de la lecture sélective? Lorsque vous dites que la machine à voter n'est pas dans la loi, la machine à voter, nous l'avons dit et nous le répétons. Je ne suis pas porte-parole de la CENI, mais je suis acteur important comme vous de l'espace politique congolais. Donc j'ai la possibilité de donner un point de vue qui peut soit se marier avec celui de la CENI ou être contraire à celui de la CENI. Et moi j'ai dit ceci, chez nous à la majorité, au FCC, nous disons qu'il s'agit d'un outil électoral, comme tout autre outil électoral qu'on ne peut pas nécessairement reprendre dans la loi électorale. Vous n'y trouverez pas de groupes électrogènes. Rappelez-vous, en 2006, comme en 2011, nous avons eu des groupes électrogènes. Est-ce que vous les avez eus dans la loi électorale? Même les stylos ici, nous avons utilisé des stylos. Puisque rappelez-vous qu'en 2011, vous disiez d'autres, pas peut-être vous, puisque nombreux de vous étaient encore avec nous à la majorité, mais d'autres disaient, non, n'utilisez pas le stylo de la CENI, puisque lorsque vous allez cocher 5, le stylo coche 10 à la place. Mais ce qui n'était pas vrai. Il s'agit d'un outil électoral qu'on ne peut pas nécessairement reprendre dans la loi. Mais je dis aussi qu'il s'agit d'une recommandation faite par les acteurs politiques congolais à la CENI. Lisez l'accord global de la Saint-Sylvestre. Cet accord dit clairement au point 4.4 qu'il est enjoint à la CENI d'explorer les voies et moyens pour rationaliser notre processus et le rendre le moins coûteux. Mais c'est dans cette idée-là, je vais terminer, c'est dans cette idée-là que la CENI a imaginé une machine pour pouvoir permettre à ce que le processus soit le moins coûteux possible. Et lorsque vous dites les papiers, c'est clair. Vous n'aurez pas, je vais revenir sur les presse. Quand vous dites papiers, ne comparez pas les papiers de cette élection ou de ces élections avec les papiers de 2006 et de 2011. Vous avez vu à cette élection, pratiquement dans une ville importante comme la ville de Kinshasa, le bulletin de vote c'était tout un bouquin, un document. Et l'électeur avait même difficile à retrouver son candidat. Mais ici, on aura un seul papier. Vous n'allez pas comparer ça à un tas de papiers, puisque chaque électeur avait le même tas de papiers. Cette fois ici, si nous sommes 30 millions d'électeurs, nous aurons 30 millions de bulletins simplement. Et quand vous introduisez votre bulletin dans la machine, vous avez un seul bulletin que vous pliez aisément. Au contraire, nous avions des problèmes même pour plier ce bouquin de 2011 ou de 2006 et vous introduisez dans votre machine. La position de l'UDPS, c'est une position raisonnable. Je crois que ils sont revenus au bon sentiment. D'abord, comme tout Congolais, ça m'arrange. Je ne parle pas cette fois-là comme... On parle de 3 millions que vous aurez donné à Félix sur... Pour ces revirements. C'est ce que ça s'est dit. On parle de quoi? De l'argent? Revirement. 3 millions de dollars que vous aurez donné à Félix pour ces revirements. 3 millions. Oui. En tout cas, moi, je n'en connais rien.
Si quelqu'un a des preuves, il peut les amener. Voilà. Mais moi, je n'en connais rien. C'est quand même spectaculaire, c'est inattendu. Non, c'est-à-dire qu'à tout moment, ils ont justifié. Je crois que vous avez suivi le secrétaire général avec les secrétaires nationaux, ils ont justifié. Ils ont dit qu'ils rentrent au bon sentiment. Ils ont eu une position avant, mais comme la politique est dynamique, ils veulent être aussi dynamiques avec la même politique. C'est leur point de vue, je crois que nous devons le respecter. Et d'un moment à l'autre, ça sera les mêmes sentiments. Avec le G7 et ensemble. Avec le G7, il faut qu'ils raisonnent et qu'ils rentrent au bon sens. Peut-être pas Caméré, ça va prendre du temps. Monsieur Isaac Bakoukou, ne faut-il pas abandonner ces combats qui nous fait perdre du temps de la machine à voter, un peu comme l'a fait l'IDPS et Félix? Non, il y a ceci. Nous disons, vous savez, dans une république démocratique, lorsque il y a même 10 personnes qui manifestent contre une décision ou une loi, il appartient au gouvernement d'être à l'écoute. Vous devenez minoritaire. Non, j'ai donné un exemple. Il appartient au gouvernement. Même quand vous êtes minoritaire. S'il vous plaît. Il appartient au gouvernement d'être à l'écoute. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons démontré que on ne respecte pas le loi de la République. Quand bien même il a soulevé le point 4 de l'accord de la CENCO, il n'ignore pas que le processus électoral est consensuel. Et au sein de la CENI, il y avait un comité de concertation qui devait ou qui était constitué de la majorité présidentielle, la société civile, l'opposition et la CENI pour voir comment amener réellement le processus électoral. Chacun pourra apporter sa petite brique pour que le processus aille de l'avant. Il y a des représentants de l'opposition, mais une décision unilatérale qui doit faire l'objet d'un consensus général avec les acteurs, les parties prenantes de ce processus électoral. Ça n'a pas été fait. Ils ont pris cette décision unilatérale en violant la loi. Troisième chose, il dit que nos amis de l'opposition ne sont pas prêts. Mais je suis désolé. Si on regarde bien les statistiques par rapport au regroupement politique ou la plateforme qui a plus de députés, qui a plus de candidats, c'est quelle plateforme? C'est l'ensemble pour le changement avec 48% pour les 2 scrutins. Ce ne sont que des candidats. Oui, non, mais tu sais, il y a un problème. Non. Quand vous dites qu'ils ne sont pas prêts, mais vous savez combien pour être candidat, il faut payer la caution. Quand vous avez 4050 candidats dans le scrutins, vous faites le calcul. C'est combien? C'est un peu de millions. Donc, nous sommes prêts pour aller aux élections, mais on ne peut pas nous imposer des actes illégaux par rapport à la loi de la République. Ne fait pas comme vous sur cette question. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Il n'était pas là le vendredi. Je suis désolé. L'UDPS, c'est un allié au sein de l'opposition. Et n'oubliez pas que l'UDPS est un parti politique indépendant qui peut décider de ce qu'il peut faire. Troisième chose... Ça ne vous a pas mis en difficulté cette Pas du tout, pas du tout. Mais je vais vous révéler quelque chose, qu'aujourd'hui, nous avons démontré l'illégalité de la loi électorale. Mais nous disons aussi que nous allons, malgré le fichier corrompu... Attends, laisse-moi... Non, il n'y a pas à rejoindre, nous sommes avec l'UDPS. Nous sommes avec l'UDPS. Alors, malgré même le fichier corrompu, nous allons aux élections avec Oussama Chi. C'est à M. Nanga d'organiser les élections. La gesticulation qui nous a montré qu'il a tout. Nous attendons le 23 décembre pour aller aux élections. Là, je vous confirme. Que le G7 ira avec mais je vous ai dit, nous avons dénoncé. Ce n'est pas pour autant que nous allons participer aux élections pour que nous mettions un terme à cette crise de légitimité où les gens gèrent le pays sans mandat. L'honorable, vous étiez un prophète alors.
Vous Vous voyez que j'ai prophétisé presque. Vous n'avez pas prophétisé. Vous n'avez pas prophétisé. Vous ne pouvez pas vous imaginer ma satisfaction. Pas du tout. Ah bon. Alors c'est partagé avec les téléspectateurs. Oui. Okay. C'est-à-dire nous avons perdu de l'énergie inutilement pendant longtemps. On n'a pas perdu les énergies. S'il vous plaît, j'ai la parole. Je vous les ai laissé parler. Oui, je vous laisse parler. Ok. Nous avons perdu inutilement de l'énergie pendant longtemps. Des tonnes de salive pour qu'aujourd'hui, après l'UDPS, que ce soit le G7 qui nous informe qu'avec machine ou sans machine à voter, ils iront. Non, c'est l'opposition. S'il vous plaît. L'opposition. Non, je sais que vous parlez d'abord juste là au nom du G7. Il ne faut pas qu'on crée de la l'opposition. Si vous nous dites que c'est une option levée de l'opposition, c'est encore mieux. Okay. Donc je peux demander aux journalistes que désormais ce débat soit clos, puisqu'il dit qu'il parle au nom de toute l'opposition. Il dit avec machine ou sans machine à voter, nous irons aux élections. C'est une grande satisfaction pour moi, pour ma famille politique et pour tous les peuples congolais. Puisque hier, on a pratiquement jeté des pierres sur l'UDPS, croyant que l'UDPS était en train de parler autrement, était en train de trahir. Vous venez d'évoquer même le cas de 3 millions de dollars qui seraient versés à l'UDPS, soit à son secrétaire général ou à son président. Mais aujourd'hui, nous avons la satisfaction que tout le monde qui rentre au bon sentiment, s'il vous plaît, c'est important. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'il y a encore eu 3 millions qu'on aurait versés à toute l'opposition ou au G7? Non, je crois que nos amis rentrent petit à petit au bon sentiment, même si nous avons perdu de l'énergie, mais mieux vaut tard que jamais. Il n'est pas tard pour mieux faire. Mais s'il vous plaît, j'avais la parole. J'ai entendu des contre-vérités, puisqu'il faut les rectifier, de mon co-débatteur. Lorsqu'il dit qu'ils sont premiers en termes de nombre de candidats, ce n'est pas vrai. 40% pratiquement. Non, 48%. 48%. S'il vous plaît. Ce qu'ils disent, c'est peut-être par rapport à leur famille politique, je parle de l'opposition dans son ensemble. Allez à la CENI, sur les plus de 15 000 candidats députés nationaux, la majorité présidentielle avec le FCC a présenté environ, je dis bien environ 12 000 candidats, partout à travers la République. Vous n'allez pas me dire le contraire. Qui sont premiers cette fois-là? Sur les plus de 19 000, au niveau de la députation nationale, toute l'opposition dans son ensemble n'a présenté qu'environ 3 000 candidats. Sur l'effectif des candidats députés provinciaux, allez à la CENI vérifier les chiffres. Sur plus de 19 000 candidats députés provinciaux, la majorité présidentielle et le FCC, c'est une information, nous avons déposé plus de 15 000 candidats députés nationaux, s'il vous plaît, à travers toute l'étendue de la République. Donc, qui sont premiers à ce moment-là? Non, non, je crois qu'il faut dire... Mais ce sont que des candidats jusque-là, oui, ils peuvent être élus. Puisque lui a parlé des candidats. S'il vous plaît, je termine. Et lorsqu'il parle d'écouter la minorité, je suis d'accord. Mais nous devons aussi savoir que dans la démocratie c'est aussi la dictature de la majorité. On peut bien vous écouter, mais lorsqu'on vous écoute, on sent que vous êtes à côté. Comme pour la machine à voter, voilà que maintenant vous venez rejoindre tout le monde. Le processus, il est consensuel. La CENI a à son sein toutes les composantes. L'opposition est dedans, la majorité est dedans et la société civile est dedans. Nous n'allons pas nous retrouver tous les jours pour travailler à la place de la CENI. La CENI travaille avec nos délégués que nous avons envoyés à cette institution. Vous avez voulu prendre la parole. Oui, effectivement. Pour réagir. Hein. Non, parce que moi je parlais de l'ensemble. De l'opposition. L'ensemble pour le changement. Moi je parlais l'ensemble pour le changement. Mais c'est déjà je n'ai pas parlé d'ensemble. Non, non, voilà. Je parlais de l'ensemble pour le changement dont Moïse Katumbi est le président. Voilà. Non, je parlais en termes de nombre de candidats pour l'ensemble pour le changement dont Moïse Katumbi est président. Le pourcentage là. Je parlais de l'ensemble, donc avec les quatre regroupements politiques. Mais toute l'opposition, c'est... Non, je parlais de l'ensemble pour le changement en termes de candidats. Deuxième chose, nous n'avons jamais renoncé pour dénoncer cette loi. Parce que vous avez mis des bâtons dans les roues. Vous avez nommé, parce que en démocratie, il y a aussi le voie des recours. Vous avez nommé les magistrats au niveau de la Cour de cassation. Ils n'ont pas prêté serment, donc il n'y a pas moyen d'aller en recours. Vous avez nommé le magistrat au niveau du Conseil d'État d'avoir une juridiction administrative pour que nous puissions
aller en recours contre... Débat, ça. Non, si, ça existe. Il y a un président qui est le professeur Wunderwe et il y a un procureur général près de le Conseil d'État. Et les restes des conseillers, ils sont nommés, mais ils n'ont pas prêté serment. Ça veut dire quoi? Des actes posés par la CENI, nous n'avons pas de voie officielle de recours parce que le Conseil d'État n'est pas compétent pour trancher parce que ses composantes n'ont pas prêté serment. Vous voyez maintenant Mais qu'est-ce qui s'est passé quand la CENI est allée saisir la Cour sur une question, je crois, par exemple, des contentieux électoraux et qu'on ça... Mais... Non, non. Ça c'est au niveau de la Cour constitutionnelle. Les actes administratifs posés par la CENI, la juridiction compétente, c'est le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, on a nommé le président et le procureur, mais le reste des conseillers n'ont pas prêté serment. Donc, ils ne peuvent pas. Regardez maintenant pour la Cour de cassation, procès Moïse Katumbi. C'est la Cour suprême qui s'est réunie pour trancher, alors que la Cour suprême... Ça, c'est le processus électoral. Non, parce que les actes posés par la CENI peuvent être attaqués qu'au niveau du Conseil d'État. Ils nous ont fait, donc ils ne le font pas pour nous empêcher, comme ce n'est pas constitué, donc on ne peut pas introduire des recours. La Cour de cassation, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que nous avons dit, avec ou la machine, c'est par rapport à votre tricherie, vous avez tellement organisé les choses pour nous empêcher d'introduire même les recours, de voie des recours qui est repris par la Constitution. Bien avant voilà. Alors, je vais vous dire une chose, c'est que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que vous voulez. Et nous avons dit, c'est illégal, mais nous irons. Nous avons pris des précautions et des dispositions. Nous irons avec ou sans la machine à voter. Ce qui vous reste, c'est que M. Nanga nous amène aux élections. Point à la ligne. Soyez pas satisfaits parce qu'il y a toujours anguille sur roche. Parce que nous ne sommes pas exprimés en utilisant nos voies de recours. Une loi qui est violée, on nous impose parce qu'on a la puissance publique. Est-ce que vous n'êtes pas en train de souffrir de votre turpitude quand non, c'est pas ça. Je rappelle toujours que nous sommes dans une république démocratique et les lois de la république doivent être respectées. Point barre. Très bien, très bien. Je veux qu'on évolue parce que au lendemain de la réception des camions militaires et des hélicoptères que le ministre de la Défense a remis à Nanga, on a vu des militaires en tenue porter des comment on appelle, chasubles, les chasubles de la CENI. Tout de suite, on a crié à la militarisation du processus électoral. Est-ce que vous ne craignez pas que l'on puisse contester ces élections parce qu'il y a la présence militaire qui doit être apolitique et rester en dehors de jeux politiques? S'il vous plaît, je crois que... Bon, là encore des alibis. Mais avant de revenir à votre question, je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que je venais d'entendre. Je rassure mon co-débatteur que la loi électorale n'est pas illégale, puisque j'ai entendu ça. Je crois que les téléspectateurs vont... Il est illégal, je dis... La loi électorale n'est pas illégale. Ouais. Donc la loi électorale elle reste loi et il faut l'appliquer. Alors je ne fais pas le débat par rapport au procès Katumbi. Je sais que c'est son chef politique. Bon, il peut faire ce débat, mais je crois que la question que vous posez, c'est par rapport au processus. Le procès Katumbi n'a pas à faire avec le processus électoral. Mais lorsqu'il parle des conseils d'État, un peu du méli-mélo, avec la Cour de cassation, ainsi de suite. Mais moi, je dis simplement ceci, que nous sommes dans un processus bien défini, et lorsque on veut attaquer la CENI par rapport à ces actes administratifs, il y a un temps pour le faire, et le temps viendra. La prestation de serment, c'est un acte que l'on peut, s'il vous plaît, la prestation de serment, c'est un acte que l'on peut poser aujourd'hui en un seul jour, en quelques heures, et c'est terminé. Aujourd'hui, le processus n'est pas gêné par le fait qu'il y a des membres du Conseil d'État qui n'ont pas prêté serment. Non, le processus n'est pas gêné. Je crois que nous devons dire ça clairement. Nous étions dans une confrontation d'idées par rapport à quelques points précis. C'était l'utilisation notamment
de la machine à voter. Et là, l'option est levée par votre plateforme ensemble et il n'y a pas d'autres questions. Mais est-ce que le processus électoral est-il militarisé? Ça va nous la amener question. réellement aux élections puisque les obstacles sont en train d'être Est-ce que le processus électoral RDC est-il militarisé? Non, lorsque vous revenez sur la logistique qui a été présentée le lundi dernier par le gouvernement de la République auprès de la CENI, je crois que le processus n'est pas militarisé. Et il ne faut pas qu'on donne l'impression que c'est un premier acte qui a été posé. Puisqu'après tout, les gens, c'est peut-être à cause de la médiatisation, ou c'est peut-être par le fait qu'on a vu réellement ces engins alignés sur le boulevard que l'on a pensé qu'on militarise le processus. Je vous le confirme, Monsieur Dion, que ce soit en 2006, que ce soit en 2011, et même en 2018, les élections de 2018, avec l'enrôlement qui a eu lieu avant, nous avons fait recours au matériel de FARDC. S'il vous plaît. Même au personnel. Je l'ai dit, même opérationnel, s'il vous plaît. Au personnel. De quoi? Même au personnel du FARDC, le oui, militaire. non, mais je vais revenir sur quelque chose. Mais le processus lui-même, il est sécurisé par qui? Il est sécurisé par la police. Mais pas par les FARDC, par la police. Vous allez dans les bureaux de vote, les sites de vote, les sites... Partout, vous trouverez la police. Ce n'est pas dit qu'on a militarisé, mais il s'agit des engins militaires. Les engins militaires que l'on présente par le gouvernement de la République à la CENI. Mais le gouvernement va les amener comment? Il faut amener des chauffeurs qui sont naturellement des militaires. S'il vous plaît. Et quand ces militaires, c'est comme nous les civils, quand vous arrivez dans les installations de la CENI, vous portez l'équipement de la CENI. Ça se fait comme dans les mines. Arrivé dans une mine, on vous met l'équipement des miniers ou des ingénieurs de mines. Ce n'est pas dit que vous devenez ingénieur. Non, c'est pour la protection de l'endroit et que l'on sache qui est qui. C'est pour vous distinguer. Donc vous avez vu ce jour-là, les militaires prendre les tenues de la CENI, amener les engins auprès de la CENI et immédiatement après ils sont repartis. Mais il va se poser un problème puisque la CENI a clarifié. Les camions, vous avez vu les camions, les pick-up, ainsi que les motocycles, seront conduits par les membres de la CENI, qui sont des membres des civils. Mais sauf pour les hélicoptères, la CENI n'a pas de pilote. Il faut se dire des choses clairement. La CENI va recourir aux pilotes des FARDC. Mais je termine par une chose. Pourquoi vous dites processus militarisé? Pourquoi les gens pensent que le jour du bureau de vote, on va trouver les militaires? Non, ici, il s'agit d'une étape de déploiement de matériel. Et cette étape s'arrête avant le jour de l'élection. Très bien. Est-ce que vous êtes convaincu par l'argument évoqué S'il est de bonne foi, il sera par le convaincu. il faut à suffisance que ce processus ne pas militarisé. J'aimerais d'abord savoir quelle est la couleur utilisée par la CENI. C'est quelle couleur? C'est la couleur bleue, hein? Bleu, il y a le bleu, blanc. Vous voyez les Nations Unies, les avions dont disposent, les véhicules dont disposent les Nations Unies, ce ne sont pas les avions et le véhicule qui lui appartient. Hein. Ce sont des avions parfois en leasing. Et une fois que les Nations Unies louent ces avions, on met la couleur des Nations Unies. Le noir et le blanc. Le noir et le blanc. Je pense, le bon sens, pour ne pas... Vous savez, dans la cité, on a interprété la militarisation, dissuasion, alors que pendant tout ce temps, ces véhicules sont restés là plus de 2 ans. Si c'était destiné à la CENI, on pouvait bien les repeindre. Bien avant et préparer. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais pas ça va être retourné à l'armée. Non, mais écoutez, toute la logistique de la CENI, soit 2006-2011, c'était retourné. Mais ce n'est pas un don fait à la CENI, voilà. C'est juste un appui, un soutien, mais ça va... Bien ceci. Mais néanmoins, il faut faire bien les choses. Ils pouvaient bien repeindre. Et pourquoi tous ces spectacles? Oui. Qu'est-ce que vous attendez par spectacle? Oui. Pour vous? D'abord, le pauvre monsieur qui mange que quand il sort de la ville, il n'est pas sorti parce que la ville était embouteillée de telle sorte que beaucoup de... Et il faut le voir le soir. Comment les gens sont rentrés chez eux. Symboliquement, on peut amener 4-5 camions parce que je suppose que la CENI dispose un entrepôt où il entrepose... Ils ont fait les tapages sur le boulevard. Voilà. C'est la poudre aux yeux. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien
les matériels sont là, que M. Nanga nous amène, malgré cette présentation extravagante, néanmoins, ces matériels sont là et ça nous serve pour le 23 décembre. Mais dans le bon sens voudrait que ces matériels soient repeints. Si ce n'est pas le cas, 2 ou 3 camions. Une remise C'est symbolique. une remise symbolique et tout le monde sait où sont entreposés. Il parle de la médiatisation. Oui, mais les entrepôts de la CENI, on pouvait l'ouvrir. Ce qu'on a remis à la direction générale de la CENI, ce n'était qu'un échantillon, mais les matériels sont stockés. J'aurais souhaité qu'ils amènent les hélicos. Les hélicos peuvent atterrir n'importe où. Pourquoi ils n'ont pas fait venir l'hélico et atterrir à la gare centrale? Non, la gare centrale. Donc, ça veut dire que ce n'est que poudre aux yeux. Mais moi, je dis simplement que, ok, c'est bien. L'objectif pour nous aujourd'hui, que ces matériels nous servent à aller aux élections pour que nous mettions un terme dans cette crise de légitimité que les gens nous dirigent dont les mandats sont expirés. C'est le souci des locaux. Monsieur John, vous avez failli nous... Vous voulez réagir? Vous constatez que vous avez failli nous opposer sur un point où des bonnes fois, non. on co-débattait là. C'est l'opposition à live, ok. S'il vous plaît, je voulais qu'on prenne une autre question qui est très importante. Oui, mais j'ai réagi par rapport à ce qu'il venait de dire simplement. On va prendre une autre question. Je suis très content, je suis heureux aujourd'hui sur ce plateau, puisque pour une fois du moins, nous avons parlé le même langage avec mon débatteur. Et il est revenu sur des aspects, il est revenu plutôt sur des aspects mais qui il a dénoncé les tapages que vous avez fait autour. J'ai parlé de la médiatisation. Il est revenu sur des aspects moins importants. Lorsqu'il dit il y a eu embouteillage, ce sont des aspects moins importants. Il fallait faire des remises symboliques. S'il vous plaît. Lorsqu'il parle... Mais le peuple peut être traumatisé. J'ai la parole. Le peuple peut être traumatisé. Soyez toujours tolérant. Lorsqu'il parle de couleurs, mais c'est toujours des aspects moins significatifs. Il fallait amener l'hélicoptère à la gare centrale. S'il vous plaît. Je crois qu'il y a des choses qu'il faut dire clairement. Nous avons notre budget, nous connaissons les difficultés de notre pays. Peindre un engin, vous savez ce que ça coûte. Je crois que nous l'avons déjà fait dans notre vie. Et lorsque vous dites qu'il fallait peindre les engins des phares d'essai, alors qu'ils vont servir pour le déploiement pendant quelques semaines simplement, je ne sais pas ce que vous imaginez. Est-ce que vous pensez au budget qu'il faut engager pour peindre ces plus de 280 véhicules, puisque c'est encore un premier lot, il va y en avoir d'autres. Mais je crois que ce n'est pas un problème. Vous faites allusion à la MONUSCO. Mais la MONUSCO nous a toujours appuyés depuis 2006, 2011 et même cette fois-ci, elle était prête à pouvoir nous appuyer. Mais nous n'avons jamais repeint les avions de la MONUSCO. Vous vous rappelez, même les véhicules de la MONUSCO n'ont jamais été repeints. Pourquoi vous n'avez jamais exigé en 2006 et en 2011 qu'on puisse aussi repeindre les engins de la CENI aux couleurs de les engins de la MONUSCO aux couleurs de la CENI? Non, ça c'est ce que j'ai dit des subterfuges. Aujourd'hui ici, si la CENI nous avait appuyé, vous pensez que la CENI, si plutôt la MONUSCO nous avait appuyé, vous pensez que la MONUSCO devait accepter qu'on puisse repeindre ces engins? Non, ça ce sont des subterfuges. C'est ce que j'ai dit. Nous allons aux élections, c'est ce qui est essentiel. Et n'allons pas dans les petits détails, puisque le diable généralement, il est dans ces petits détails. Alors, ce qui est important, c'est que nous allons aux élections. La SENCO a produit un communiqué, et dans ce communiqué, surtout concernant le processus électoral, les évêques, princes de l'Église, soutiennent que les refoulements enregistrés avec l'Angola risquent d'entraver les processus électoraux, surtout la date du 23 décembre. Est-ce que vous êtes d'accord? En quoi les refoulements de l'Angola peut constituer un danger? Mais ce phénomène nous indispose tous, monsieur. Ce phénomène nous indispose tous. Nous n'avons jamais accepté le comportement de nos frères angolais. Il n'est pas normal que pour une raison ou une autre, même si nos confrères ne sont pas en ordre avec les lois angolaises, qu'on puisse d'un matin comme ça se réveiller, mettre plusieurs dizaines de milliers de ça va déranger le processus électoral. Les conditions telles que je vais y arriver. Dans les conditions telles que nous avons vues, ce n'est pas normal. Ça nous indispose. Mais en plus de cela, ça peut entraver le bon déroulement du processus. Puisqu'il s'agit de nos frères qui viennent de l'extérieur, mais comme vous le savez, nous n'avons pas enrôlé les Congolais de l'étranger. Donc ça veut dire que ce sont des Congolais, bien sûr, mais qui reviennent au pays, mais qui n'ont pas de carte d'électeur. Et pendant le processus, quel sera leur comportement? Puisqu'ils seront tentés
puisque bientôt là, ils vont intégrer la société congolaise. Ils seront tentés de vouloir voter. Ils ne vont pas accepter d'être spectateurs en train de voir le processus se dérouler. Ça, c'est des deux aussi. C'est l'insécurité créée dans ce milieu. Aller à Kamako, par exemple, c'est plein de Congolais qui sont venus dans des conditions pitoyables. Et dans ces conditions-là, comment voulez-vous que nous puissions avoir des gens, puisqu'en principe, nous disons tous les jours que le processus électoral pour nous, c'est un rendez-vous de fête, et le jour de l'élection, c'est comme un jour de fête. Comment allons-nous fêter avec nos frères qui dorment à même les sols, avec nos frères qui dorment affamés dans les sites de réfugiés, dans les sites d'agglomération? Ça nous met mal à l'aise. Donc il faut avouer réellement que sur ce plan-là, la Senko a raison de pouvoir lever les tons, puisque ces expulsions peuvent toujours mettre à mal notre processus. Vous êtes d'accord? Je pourrais ne pas être d'accord dans la mesure où il se plaint de nos compatriotes qui vivaient en Angola qui ont été expulsés. Mais ici en face, j'ai vu des compatriotes, s'il vous plaît, Congo-Brazzaville, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non. Il ne faut pas toujours se plaindre. Vous avez des commissions mixtes. Vous avez des relations avec ces pays. Quand il y a l'expulsion, il faut, dès le départ, le Congo réagit 10 jours après. Je parlais ici en face. Pendant, je crois, 8 mois, le long du stade du 24 novembre, oui, sur Kabamba, en oui. face de la maison communale de Kinshasa. Vous savez, il y avait des femmes, hommes et enfants vivaient le long. Nous connaissons. Non, attendez, oui, vous connaissiez pendant 8 mois. C'est-à-dire que c'était une catastrophe qui nous est arrivée. Alors il fallait prendre des dispositions pour éviter que prochainement, lorsqu'il y aurait une expulsion de nos compatriotes, quelles sont les dispositions qui ont été prises par le gouvernement congolais pour pallier à une situation pareille? Il ne faut pas aujourd'hui dire que nous, non. Donc, ils n'ont pris aucune disposition. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement congolais. 2, je ne vois pas en quoi ça va entraver le processus électoral. Qu'est-ce qu'il dit la loi? C'est lui qui votera, c'est celui qui a la carte d'électeur et qui s'était fait enrôler. Donc, avoir l'envie, ce n'est pas suffisant pour que ces prétendent aller voter. Ils sont venus dans une circonstance. Bien sûr, ça peut se poser le problème de sécurité, mais le gouvernement congolais est là pourquoi? C'est pour sécuriser, protéger. Et quelles sont les dispositions prises aujourd'hui par rapport? Vous savez, quand il y a une sonnette d'alarme qui est tirée, c'est maintenant que le gouvernement doit travailler. Parce que nous sommes encore à un mois ou de la campagne électorale. Il faut contenir cette situation. Il ne faut pas se plaindre parce que l'Angola, c'est ça. Mais vous parlez de la souveraineté de l'État. Vous ne pouvez pas empêcher à l'Angola d'être souverain, de constater, s'il vous plaît, de constater qu'il y a des gens qui vivent en Angola et qui ne sont pas conformes aux lois. Il en est de même pour des gens qui vivent ici et qui ne sont pas conformes à la République. Il y a le principe de la réciprocité. Tout cela est consort. Il y a les commissions mixtes entre les deux États. Donc il faut s'interpeller l'un par rapport à l'autre pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et prochainement, quand vous voulez expulser les Congolais, voilà ce que vous pouvez faire. Prévenez-nous. Très bien. On va terminer. Ce sont les mots de conclusion qu'on va prendre. C'est pratiquement le tout dernier tour du table qu'on fait. C'est le mot de conclusion qu'on prend. Je crois que se plaindre, il ne faut pas prendre ça en termes péjoratifs. Ce n'est pas dire que nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes un État. Mais lorsque un autre État ne vous a pas respecté, on se plaint. Même les grandes puissances du monde, comme les États-Unis d'Amérique, comme la France, se plaignent aussi quand ça ne va pas. Je crois que vous suivez l'actualité et à tout moment, ils se sont plaints. Donc, se plaindre, ce n'est pas dire que c'est un signe de faiblesse, non. Et lorsque vous dites prendre des dispositions, mais quand vous êtes surpris, vous ne prenez pas des dispositions, ce que vous dites est vrai vers la fin. Lorsqu'il y a ces gens... Ils ont fait 8 mois devant la maison communale s'il vous plaît. Je crois que ça, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est dire les réfugiés actuels
qui sont un peu plus précisément dans le Kasaï, est-ce qu'ils peuvent gêner le processus? Je crois que c'était ça le débat. Mais dans le Mélo, il a évoqué le cas de Brazzaville avec ce qui était en face de la maison communale de la commune de Kinshasa. Voilà. Mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est que quand on est surpris, généralement, ce genre d'actes font que l'on ne soit pas en mesure de prendre en compte les effets collatéraux de cette surprise. Ça ne peut pas dire que c'est une faiblesse. Je crois qu'il faut pas qu'on fasse ce débat-là maintenant, puisqu'il n'est pas nécessaire, par le fait que tous nous avions reconnu qu'il y a eu une faiblesse par rapport à la prise en charge de nos frères qui étaient expulsés de Brazzaville. Même aujourd'hui, nous reconnaissons qu'il y a encore une autre faiblesse par rapport à nos frères qui sont expulsés de l'Angola, mais ça ne dédouane pas les pays voisins. Ça ne peut pas permettre aux pays voisins de se comporter de n'importe quelle façon. Les lois qui nous réglementent en termes de droit international, c'est que lorsque un Congolais, par exemple le cas d'espèce, n'est pas en ordre avec votre pays, prévenez son pays d'accueil et d'origine. En conclusion. Et vous faites votre acte. Nous sommes d'accord. En conclusion. Alors, ce qu'on doit retenir. Ce qu'on doit retenir par rapport à quoi? Par rapport à l'ensemble de l'émission. Non, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la satisfaction par le fait que nos amis de Ensemble, comme l'UDPS, acceptent d'aller aux élections avec ou sans machine à voter. Je crois que ça a été une bonne nouvelle annoncée autour de cette table, à nous-mêmes ici présents et à tous vos téléspectateurs. Et je crois que c'est important. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai beaucoup retenu lors de cette émission. C'est-à-dire que vos téléspectateurs, congolais comme à l'étranger, comprennent qu'ensemble, pour le changement, cette plateforme pilotée par Katumbi, Tchapoué, est d'accord d'aller aux élections avec ou sans machine à voter comme élu des pêches. Donc, mettez fin à ces cailloux, à ces pierres que vous jetez sur l'UDPS, puisque vous l'avez. On termine avec M. Isaac. En conclusion. En conclusion, je dis simplement que pour nos histoires de frères de l'Angola, il ne doit pas se dédouaner. Quand vous avez l'ouragan pour la première fois, la deuxième fois, on prend les dispositions. Il doit reconnaître ça. Nous avons, je peux conclure ceci, je dis ceci que, parce que... On vous a fait un chapeau ici. Non, ben écoute. Ah oui, non, ce n'est pas un chapeau. Parce que les problèmes, c'est quoi? Ils allaient dire, nous avons fait ceci, voilà les autres ont boycotté les élections. Nous ne voulons ni des dialogues, ni les glissements. Cap vers les élections. Voilà. Et ce n'est pas gagné d'avance. C'est notre point de vue. Ce n'est pas gagné d'avance. Mais nous avons dit, il faut arriver aux élections. Ils ont fait cette démonstration extravagante de matériel. Bravo. Mais nous attendons le 23 décembre pour qu'au mois de janvier, nous ayons un nouveau président, une nouvelle Assemblée nationale et un nouveau Sénat dans le respect de la loi. Je sais que vous ne respectez aucune loi de la République. Le Sénat, vous ne l'aurez pas déjà en janvier. Vous aurez peut-être des nouvelles assemblées. Nous avons terminé pour ce soir. Merci beaucoup. La bonne nouvelle est annoncée. Je vous invite à vous serrer la main. C'est la fin de cette émission. Merci à Maurice Gigando et Alain Bolikango qui ont réalisé cette émission avec NL Agla Ibaïdi. Portez-vous bien. On va vous retrouver en rediffusion déjà demain à partir de 11h, le jeudi prochain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.